j'espère avoir un petit peu de temps et pour vous exposer donc ce Building Your Calcium Toolbox Algorithm for Lesion Preparation. Alors, je pense que beaucoup de messages ont été dits. Je vais essayer d'être clair et bref sur les messages, et pratiques. On va basculer des études vers un cas. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Ça a été présenté dans des masters de Boston. Alors, vous voyez ce gros tronc IV proximal moyenne calcifié. Donc des calcifications difficiles à juger en angiographie seule. Et je pense que là, le dogme si, prep, treat, donc on doit comprendre ce qui se passe pour savoir comment préparer et par la suite comment traiter, s'applique parfaitement à ce cas clinique d'un patient qui était âgé au-dessus de toute possibilité de chirurgie. Ouais, non viable. Alors, calcium, c'est un patient sur 3. On a tendance à sous-estimer, mais c'est énorme. Dans notre pratique de tous les jours, c'est vraiment un patient sur 3. On a vu l'âge sur les dernières statistiques tunisiennes qui est en train de basculer, des personnes âgées. Ces sources on a vu défaillance de stent, sous-expansion, thrombose de stent, rosténose, etc. Et surtout d'échecs de délivrabilité de stent et d'échecs de procédure. Donc les études pionnières sur le rota, regardez dans le bras où ils avaient décidé de ne pas faire de rota, il y avait quand même 16% de crossover. Donc on échoue sur des lésions calcifiées dans un patient sur 6 à finir la procédure et on est obligé de basculer vers du rota, même si l'étude était négative. Et puis sur Rotaxus, toujours Abdelwaheb, donc qui a montré cette belle expansion du stent qui était très significative en termes de MSA lorsqu'on prépare une lésion calcifiée. Alors, j'emprunte ces images à Boston et vous en avez vu aujourd'hui, je pense, beaucoup. Du calcium circonférentiel, du calcium excentré, du nodule calcaire, ça c'est pour l'extension radiale. On peut étudier aussi à l'imagerie, on avait vu la profondeur, l'épaisseur du calcium, si c'est plutôt profond, si c'est plutôt superficiel. Et là, la stratégie va changer. L'extension radiale, on l'a vu. L'extension longitudinale également sur les reconstructions d'IVUS ou d'OCT. Et puis ces images nodulaires, on avait vu le nodule éruptif particulièrement menaçant. Pour faire simple, si on arrive à faire passer des ballons modifiés, quels qu'ils soient, non compliants, OPN, cutting ballon, ben c'est pas mal, IVL. Mais si on n'y arrive pas, il va falloir essayer de fraiser pour se frayer un chemin et éventuellement compléter le travail par la suite par ces ballons modifiés. Regardez pour mon patient, ça c'est la référence distale. Regardez, il y en avait de toutes les couleurs, du nodule, calcaire. Là, vous voyez le MLA, plus c'est petit, plus c'est en faveur du rota pour abraser, plus c'est superficiel. Donc 1,78 de MLA. Là, c'est au niveau de la bif et ça s'ouvre par la suite et on voit que l'extension radiale, c'est du calcium superficiel et que c'est au-delà de 270 degrés. C'est des critères de sévérité et on va aller de plus en plus vers le tronc commun. Là, c'est la bif IVACX. Et là, c'est le tronc commun distal. Et puis, on arrive à avoir une zone saine à l'entrée du tronc commun. Alors, on avait appliqué du rota 1.5 sur la diago, plusieurs passages. Et on va voir l'effet de la modification de plaque. Ça, c'est après le rota. Vous voyez que le nodule s'est complètement fracturé sur ce MLA de 1,72. Voilà, le nodule. Ces fractures, ces craques de calcium. Et puis, ce n'était pas suffisant au haut, où l'artère était assez large en termes de diamètre. La fraise n'avait pas vraiment interagi. On pouvait upgrader et changer, mais on avait basculé vers du cutting ballon. C'est très facile de pratique et vous en connaissez le principe. Donc, montez doucement. 2 atmosphères toutes les 5 secondes. Ça monte à 6-8 atmosphères à peu près. Et il ne faut pas aller trop haut. Quoique, il y en a qui le font. On va voir comment le calcium va craquer sur les zones de fragilisation.
Voilà, à 8 atmosphères, ça craque brutalement. C'est des dissections dirigées dans le calcium. C'est ce qu'on avait fait, plusieurs inflations, très lentes comme ça. Et puis on va voir, après prédilatation par des ballons NC, cet effet par le cutting ballon de craquage de calcium au niveau du tronc commun qui n'était pas du tout modifié par le rota. Donc comme a dit Habib, très souvent on est obligé de combiner. Il n'y a pas un outil parfait, c'est les données de l'imagerie qui peuvent nous aider. Vous connaissez cette technique très chère à notre ami Marouane Boukhris du Rodin Cut. Donc on peut faire plusieurs inflations de cutting ballon pour faire du chiseling et pour créer plusieurs trajets de rupture dans le calcium et pour avoir une meilleure expansion du stent par la suite. Tout ça guidé par une sonde d'Ivus qui reste à côté, mais très souvent on est obligé d'aller vers du 7-8 French pour appliquer cette technique-là. Alors le résultat final, après toutes ces optimisations du ballon actif sur la diagonale, je pense que c'était lourdement acceptable avec un stent à grosse force radiale sur le tronc commun de type Mégatron. Alors rapidement, pour l'algorithme, je pense que De Maria était un des pionniers, 2019, à publier ce type d'algorithme de prise en charge, s'appuyant sur tous les critères qu'on avait vus de calcium superficiel, calcium profond, extension radiale, extension longitudinale, épaisseur de calcium, ring calcaire, etc. Tous les outils, je pense qu'on commence à avoir pas mal de panoplies de modificateurs de calcium en Tunisie. L'IVL arrive, l'orbital arrive, donc on aura pratiquement une panoplie complète. J'espère que les prix vont pouvoir être un petit peu abordables pour gérer l'imagerie et la modification de plaques. Et l'algorithme, je pense qu'il a été démontré à plusieurs reprises, mais les messages, c'est ça. Si on n'arrive pas, c'est clairement du rota ou du laser, on n'en a pas. Si on arrive à faire passer du ballon, on peut essayer. Si ça passe pas, si ça le fait pas, on va augmenter en termes de device et de complexité du rota vers l'IVL et quitte à combiner ces techniques-là, c'est pour dire la même chose. Alors moi, je trouve que ce papier nord-américain est très important, 2023, JSCAI, et regardez la grosse défaillance de l'angiographie. C'est horrible, tout est rouge, à part un petit peu le calcium burden. Tout ce qu'on peut dire, si c'est un peu sévère, modéré, léger, au maximum, et ça reste super subjectif. Le scanner, vous voyez qu'il a tendance à un petit peu à on va dire, estimer, mais ça a l'avantage, comme a dit Habib, de donner la densité et la possibilité de fragiliser ce calcium. Et tout l'intérêt de l'IVUS et de l'ECT dans ce contexte, l'ECT étant un peu plus performante en termes de profondeur, d'extension en profondeur du calcium. On va classer notre calcium, comme on avait vu, sur l'arc calcaire, sur la profondeur, sur l'épaisseur, sur l'extension longitudinale, pour savoir choisir un petit peu le meilleur outil. Et je trouve que ce papier est bien parce que sur une image, ils ont très simplifié quel outil peut-on choisir en première intention. Et regardez, lorsqu'on n'arrive pas à franchir sur le diagramme en haut, c'est plutôt du rota, de l'orbital ou du laser. Lorsque le calcium est plutôt excentré et surtout nodulaire, on va essayer de modifier par du rota, on va avoir des types Centrix dans ce contexte-là, de l'IVL et surtout de l'orbital. Lorsque le calcium est profond, c'est plutôt de l'orbital et de l'IVL. Et lorsque le calcium est épais, c'est toujours de l'orbital et de l'IVL qui doivent être appliqués. Mais vous voyez que tout est possible et on peut tout mixer dépendant des données de l'imagerie. Et on a vu sur le même cas qu'il y avait du calcium de plusieurs configurations. Donc c'est l'intérêt de mixer ces outils. Malheureusement, la facture à chaque fois va monter et va monter drastiquement. Alors, ce consensus, il est, je pense, assez exhaustif. Ces images, je pense, vous en avez vu, de nodules éruptifs. Alors, moi, j'avais la douloureuse expérience de mettre un stent sur des choses comme ça, malgré que le ballon avait donné un bon résultat non compliant. Et l'image après, c'était comme si j'avais pas mis de stent. C'est incroyable. Le nodule calcaire était bien là
Et le stent s'est complètement conformé à l'aspect du nodule calcaire. Et on a beaucoup de regrets derrière, et c'est très difficile de revenir. Et là, c'est une source de problèmes par la suite sur des grosses droites comme ça. Des patients qui reviennent, qui sont hyper symptomatiques. Donc je l'avais résolu par de l'imagerie derrière, du cutting et un stent à grosse force radiale, un mégatron, pour pouvoir ouvrir un petit peu cette artère-là, mais c'était au bout de plusieurs manœuvres de prédilatation, d'OPN, de cutting et de stent à grosse force radiale pour en arriver au bout chez ce patient avec nodule calcaire éruptif. Alors, j'essaie de passer vite. Vous en avez vu de ces images-là. Docteur Amabil a très bien exposé l'effet du rota, de l'IVL et les résultats du post-stenting. Les échecs de stent, qu'ils soient précoces ou tardifs. Vous avez plusieurs types d'images. Là, c'est un nodule, comme on avait exposé, qui était complètement protubérant dans le stent. Là, c'est de la néo-athérosclérose qui est calcifiée et qu'on va traiter comme du calcium de nouveau. Et puis, c'est des défaillances de stent. Vous voyez, ça resténose beaucoup quand c'est sous-expandu sur des lésions calcifiées. Alors, le consensus détaille outil par outil. Les ballons, l'atérectomie, l'orbital, l'IVL, le laser, etc. Mais moi, je vais m'attarder 2 minutes encore sur les sous-types de lésions, sur les subsets de lésions. Et regardez les types centrix dans les nodules calcaires. Donc, pour le nodule calcaire, ce qu'on préconise en première intention, c'est de l'orbital. Comme a dit Fourat, on bouge lentement pour avoir le maximum de temps de contact de l'orbital avec le nodule calcaire. Donc, slow motion, avec des vitesses rapides, 120 000 tours par minute, et ne pas hésiter à faire plusieurs passages au-delà de 5 pour arriver à bout de ce nodule calcaire. Si on n'a que le rota, ça peut s'appliquer, mais il faut mettre une fraise un peu plus grosse, un ratio 0,6-0,7 sur des grosses droites comme ça, pour espérer toucher au nodule calcaire et espérer éviter ce biais de guide dont a parlé Habib, qui est difficile à prédire. Donc, éviter ce biais de guide. Donc, on devra augmenter le ratio beurre to artère à 0,6-0,7. L'IVL est aussi possible avec un ratio 1 pour 1, avec une application de plusieurs pulses au-delà des recommandations pour casser ce nodule calcaire, et puis les ballons modifiés 1 pour 1. Donc là, c'est des types centriques, et vous voyez que ce consensus, par exemple, pour les occlusions chroniques, vous dit quand vous êtes en intraplaque, le rota est possible, l'orbital, ça dissèque beaucoup, ça perfore, donc c'est plutôt rota quand on n'arrive pas à faire passer le microcat ou les ballons. Le laser, et quand on est en extraplaque, c'est la place privilégiée de l'IVL pour modifier ces plaques calcifiées. Pareil, ça donne des types centrix pour la gestion des rosténoses intrastent calcifiées. Quand c'est de la néo-athérosclérose, on va les aborder comme du calcium de nouveau. Mais quand c'est du calcium en dehors du stent, un stent sous-expandu, là, c'est la place de l'IVL, on en a parlé en off-label, du laser, qui peuvent résoudre un petit peu ces situations de défaillance de stent. Pour les lésions aorto-ostiales, c'est des lésions aussi qui nous posent beaucoup de problèmes. Les lésions aorto-ostiales, c'est plutôt du cutting ballon qu'on va utiliser. Une fraise de rota est possible avec un ratio de 0,5 et on nous dit de prendre un cathéter guide plus large pour éviter l'interaction fraise-cathéter guide qu'on peut fraiser par des grosses fraises de 1,75 ou de 2 mm. Donc il faut tendre à avoir des cathéters guides un tout petit peu plus larges pour les lésions aorto-ostiales pour faire du rota. Et puis, si on applique de l'atérectomie orbitale, Fourat en a parlé, on peut modifier la plaque en rétrograde. En antérograde, on franchit, mais c'est surtout en reculant qu'on va toucher cette plaque calcifiée aorto-ostiale, et l'atérectomie orbitale le permet par rapport au rota où les diamants sont seulement sur la face antérograde de la fraise. Pour les bifurcations, pareil, c'est une difficulté parce que, par exemple, pour le rota, on peut mettre qu'un seul guide. Et lorsqu'on met un seul guide, on risque d'occlure la side branch
surtout lorsqu'elle est gravement et sévèrement sténosée. Et donc, ça donne des tips Centrix, comment on peut mettre deux guides, comment protéger le guide de la side branch par un micro-cathéter ou par une extension de cathéter guide en la déplaçant un tout petit peu à chaque fraisage pour ne pas altérer donc, ce micro-cathéter. Donc ça donne beaucoup de types Centrix, je trouve que c'est très utile. Et ça finit par cet algorithme qui est repris et qui est globalement le même. Extension radiale, extension longitudinale, épaisseur de calcium, superficiel profond et crossabilité par les ballons conventionnels ou modifiés pour choisir un petit peu le meilleur outil de modification de plaque. Et je pense que aujourd'hui, sans imagerie, même si ça coûte un peu cher, et il ne faut pas hésiter à déployer pour des troncs communs, comme a dit Dr Amabil, calcifiés sur des bifurcations de troncs communs distales complexes comme ça, de déployer de l'IVUS. Vous avez vu l'excellente résolution de l'IVUS HD aujourd'hui. Ça se rapproche de l'OCT, c'est pas mal du tout. On en est très content parce qu'on n'a pas d'OCT en Tunisie. Et ça peut nous amener à bien réfléchir notre stratégie au cas par cas. Merci beaucoup.